à un moment où, pour rendre possible ces transferts de bonnes pratiques, de bonnes approches de ces sujets qui ont été très partagés au niveau national, que ce soit par l'État ou des grandes associations comme la vôtre, des parties prenantes, on va dire, de l'écologie, de la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique. Là, il faut tout simplement que les conditions pour qu'elles soient mises en œuvre au niveau local, territorial, soient renforcées. Et donc, pour moi, il y a un enjeu de décentralisation, décentralisation de moyens, de compétences, d'ingénierie, et qui soient des moyens propres, pas seulement, j'allais dire, arriver avec une équipe d'experts pour traiter un problème à un endroit et puis repartir, puis aller dans un autre endroit. Il faut que cette capacité des territoires, elle soit permanente. Voilà. En fait, on voit qu'il n'y a pas de règle générale de tel pro a un effet sur le même effet sur tous les sols. Et comme en France, on a une diversité énorme de sols, et ben, en un sens, c'est notre fardeau à porter, même si on a les mêmes digestats, les mêmes pros du nord au sud de la France et de l'est en ouest, on sera obligé de tester parce qu'on a tous des sols différents. Sur les pros ou sur les digestats de méthanisation, ce que je trouve, ce qui manque un peu, c'est qu'en termes de microbiologie, on fait beaucoup un focus finalement sur qui est là, qui n'est pas là, la composition, cette communauté, sa diversité. Mais finalement, on relie peu. Alors, il y a des études qui sont faites, mais on relie peu. C'est encore timide le lien avec la fonction. Et du coup, oui, il y a des micro-organismes qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils sont présents, mais finalement, ils ne font rien? Et s'ils font quelque chose, quelle est leur activité? Les premiers, on va dire, chercheurs sont aussi les agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs, on a bien vu dans l'histoire de cette transition agroécologique, il y a des agriculteurs qui se sont mis en rupture par eux-mêmes et qui ont découvert des nouvelles pratiques sans nécessairement comprendre tout le mécanisme qui était sous-jacent. Et puis après, on sollicitait en fait certains chercheurs assez ouverts pour travailler avec eux et amener pour définir davantage l'itinéraire technique, comprendre en fait les fonctions et services de ces pratiques innovantes. Et donc, c'est ce travail collectif. Alors, ça nécessite quand même de l'énergie et du temps. L'agriculteur est quand même tributaire de ses saisons. Et puis, il a son objectif de conduire son exploitation. Donc voilà, parfois, on les sollicite un peu trop aussi. Donc, il faut hiérarchiser aussi les sujets. Et puis, c'est ça que je voulais en parler aussi, c'est d'intégrer les multi-acteurs, c'est-à-dire les multi-acteurs qui participent à l'organisation de la filière, et notamment ici alimentaire. Donc, on va du producteur à la coopérative, aux conseillers, aux acteurs de la formation, aux acteurs de la recherche, et distributeurs jusqu'aux consommateurs. Et on voit bien qu'il faut accompagner cette transition, la financer aussi, et puis aussi pour se faire comprendre en fait, des consommateurs et répondre aussi à des attentes sociétales clairement. What can we do? Conserve natural ecosystems prone to salinity and sodicity. Manage soils and water sustainably. Apply appropriate irrigation practices and adapted crops. Manage salt-affected soils in harmony with nature. Let's work together to halt soil salinization and boost soil productivity. La salinisation liée à l'irrigation, c'est 80% des sols salins et ça touche près de 20% en ce moment de la population mondiale, et demain, ce sera à peu près 50%.
l'occasion de cette journée mondiale des sols, je vais vous parler du phytomanagement et surtout vous montrer comment il pourrait éventuellement redonner une nouvelle vie ou une seconde vie au sol pollué. Je vais donc focaliser mon intervention aujourd'hui sur cette problématique de la pollution des sols, qui est très préoccupante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit qu'à l'échelle mondiale, on compte plus de 10 millions de sites et sols pollués. À l'échelle européenne, on dénombre plus de 3 millions de sites et sols pollués. Et en France, nous pouvons en fait répertorier environ 7200 sites d'après la base de données Basol. La question cruciale à laquelle on devait répondre, c'était quelle est la qualité de ces huiles essentielles produites à partir de plantes qui ont été cultivées sur des sols pollués. Comme vous pouvez le voir, quelle que soit la plante considérée, quelle que soit la partie de la plante, les huiles essentielles accumulent très très peu les métaux lourds. Donc ici, on est sur une parcelle du Valenciennois, dans des régions de plateau limoneux, légèrement ondulés. Alors ce qu'on peut dire en termes d'atouts de ces sols-là, c'est que ce sont des sols évidemment très très profonds, avec une forte réserve utile, dénués d'éléments grossiers, donc ce qui facilite le travail du sol et l'implantation notamment des plantes cerclées. La France dans l'ancien bassin minier, plus précisément à Évin-Malmaison. Ce territoire en fait a été soumis à l'influence de l'ancienne fonderie Métal Europe Nord qui pendant une centaine d'années en fait a libéré, il y a eu des rejets atmosphériques de fumée. Et ici c'est une ancienne parcelle agricole qui a été une des premières parcelles transformées en démonstrateur de phytoremédiation. Le service rendu par le site, c'est à la fois un service au niveau sanitaire, c'est-à-dire que ces sols, une fois amendés, permet de réduire la mobilité des métaux vers les populations riveraines, mais aussi en fait ce site peut participer à une forme de renaturation. En fait, la notion de santé des sols, elle n'est pas venue dans le paysage comme ça. Je vous rappelle qu'avant, le sol, c'était vu comme un simple support, comme je l'ai dit. En gros, jusqu'aux années 80-90, on a demandé au sol de produire. Et on a mis pour ça des fertilisants chimiques. Et ça a marché. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du vin. On a bien, effectivement, nourri un peu la planète. Et la révolution verte a été une vraie révolution. Mais avec maintenant des aspects de dérive environnementale qui deviennent insupportables. Et donc après, il y a eu cette notion d'un sol comme capital qu'il fallait préserver et qui avait aussi une multifonctionnalité. Non seulement il produisait, mais aussi il épurait les eaux, il séquestrait du carbone pour le climat, il y abritait aussi une diversité, bref, une vision multifonctionnelle. Et on est arrivé dans les années 2010 à ce concept de santé, ce concept holistique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'en fait, c'était pour deux éléments. Un, c'est l'irruption de l'importance des biodiversités. Je vous rappelle, 25% de la biodiversité dans les sols, donc il faut la préserver. Et deux, cette notion aussi d'intégration que le sol fait partie d'un écosystème et qu'il faut donc préserver non seulement l'écosystème sol en lui-même, mais aussi la plante et l'homme, et qu'il y a un continuum entre la santé des sols, la santé des plantes, la santé des animaux et la santé humaine, ce qu'on appelle le concept de One Health. Selon vous, les acteurs qui se préoccupent le plus de préserver les sols? Oui, Thomas. En premier, les professionnels agricoles. En deuxième, on a les chercheurs. En troisième, les ONG. Et ensuite, beaucoup moins les propriétaires, gestionnaires forestiers, les jeunes,
Et ensuite, les aménageurs urbanistes, les artistes sont devant, même les parlementaires. Les études de sol sont vraiment au centre de différents enjeux et dépendent vraiment de l'intérêt qu'on a chacun pour le sol, de l'occupation du sol, du type d'action ou d'apport qu'on veut faire, etc. Donc, il y a vraiment 3 grands enjeux qui se confrontent et à l'interface duquel se retrouve le sol. Donc, il y a l'enjeu agronomique, l'enjeu environnemental et l'enjeu économique.